Les enfants sont rois, partie 13. Au matin du 5e jour après la disparition de Kimi Dior, à peine arrivée dans son service, Clara croisa Cédric Berger, qui gesticulait dans le couloir, en grande conversation sur son portable. D'un mouvement de tête, il lui fit signe de le suivre jusqu'à leur bureau. Elle lui emboîta le pas. Debout face à lui, elle avait maintenant tout le loisir de l'observer. Ses traits étaient tirés, son teint livide. Il n'a pas dormi depuis 4 jours, songea Clara en lui souriant. Cédric s'assit, le temps de terminer sa conversation, et lui fit signe d'en faire de même. En l'écoutant, elle comprit qu'il était en ligne avec la BRI. Entre eux, le premier contact n'avait pas été facile. Avant de travailler avec elle, Cédric Berger avait eu vent de sa réputation. On la disait maniaque, pointilleuse, cérébrale. Elle était fille de prof, et lors d'une précédente affectation, avait eu une liaison passionnelle avec un capitaine. 2 informations indélébiles qui la suivraient désormais partout où elle irait. Il l'avait rencontrée 2 ou 3 fois avant qu'elle soit affectée à son équipe. Impressionné par son air juvénile et sa silhouette de danseuse convertie au marathon. Il s'était d'abord méfié de l'autorité étrange qui émanait d'elle malgré sa petite taille, et l'avait accueillie sans dissimuler ses réserves. À son crédit, elle avait la réputation de pouvoir travailler des heures d'affilée sans avaler un verre d'eau et de ne jamais rien lâcher. Il avait pour habitude de se forger sa propre opinion. De son côté, Clara l'avait informé qu'elle tenait à ce qu'on dise procédurière et non procédurier. Cédric n'y voyait aucun inconvénient, mais n'avait pas manqué de lui faire remarquer que procédurière rimait avec mégère et commère. Ce à quoi elle avait répondu que cela lui convenait tout à fait. Ils avaient ri ensemble pour la première fois. Plus tard, Cédric avait été surpris par son instinct, son ouverture d'esprit et sa résistance physique. Clara s'exprimait comme les jeunes femmes des années 60, exhumées par les archives de l'INA, mais elle ne manquait pas d'autodérision. En bon chasseur, il savait adapter ses focales et ses angles d'observation. Il n'avait pas tardé à comprendre qu'elle était une excellente enquêtrice et qu'elle serait un élément moteur au sein de son groupe. Au bout de quelques mois, alors qu'elle harcelait l'équipe avec ses exigences de grammaire ou d'orthographe, obtenant de tous, lui compris, qu'ils recommencent leur PV, au motif légèrement exagéré que l'image de la brigade était en jeu, il l'avait surnommée l'académicienne. Le surnom lui était resté. Après quelques minutes, il finit par raccrocher. « Tu ne sais pas ce que j'ai découvert ?»« Non. »« Mes filles, elles sont fans de Happy Récré et de Mélanie. Elles en sont dingues, toutes les deux. Apparemment, ça fait un moment que ça dure, parce qu'elles m'ont fait un résumé de tout ce qui s'est passé dans la famille au cours des 2 dernières années. Je suis à 2 doigts de les convoquer pour une audition. Ma petite, elle adore Kimi, tandis que mon aînée préfère Samy. Depuis qu'elle a son portable, la grande s'est également abonnée à Mélanie Dream sur Instagram. Elle est fascinée. Elle la trouve trop belle, trop gentille, on dirait une fée. Je cite. Bref, elle regarde ce truc en boucle depuis des mois, sans que ni moi ni ma femme ne nous en soyons rendus compte. On a dû voir ça de loin, la musique sympa, les gamins en train de jouer. On ne s'est pas méfié. Tant qu'elle ne regarde pas du porno, tu sais, on se dit que tout va bien. On n'a pas pensé une seconde à la quantité de pubs qu'elles se sont bouffées, l'air de pas y toucher. Tu sais, je suis sûre que c'est la même chose pour la plupart des parents. De loin, ils ne voient pas le mal. Leur môme regarde d'autres mômes en train de jouer. Au pire, c'est un peu cucu, mais ça ne présente pas de danger. Mais maintenant que j'ai lu ta note, je t'avoue que je suis un peu plus inquiet.
Je comprends mieux pourquoi ma petite m'a fait une véritable crise l'autre jour chez Carrefour pour acheter des figurines Disney qui venaient à peine de sortir. Et sa passion soudaine pour les biscuits Oreo. Tant qu'elle ne te demande pas d'aller à Europa Park tous les week-ends. Tu ne crois pas si bien dire, Clara. Il n'y a même pas un mois, ma fille aînée m'a demandé pourquoi nous n'allions pas dans des parcs d'attractions. Sous-entendu, nous, pauvres âmes sans divertissement, indigentes et désœuvrées. Ils rirent tous les deux. Il fallait évacuer la tension. Il continua. Hier soir, j'ai pris le temps de regarder quelques vidéos. Je vais te dire, Clara, je pensais même pas que ça pouvait exister. Il faut le voir pour le croire, non? C'est dingue. Sérieusement, est-ce que les gens savent que ça existe? Les gens, je ne sais pas, mais des centaines de milliers d'enfants et de jeunes adolescents rêvent d'avoir la même vie que Samy et Kimi. Une vie sous le signe de la profusion. Qu'en dit l'Académie? Justement, je voulais t'en parler. Mélanie emploie le mot partager à tout bout de champ. Elle dit je vous partagerai ça tout à l'heure. Ou nous avons plein de super nouvelles à vous partager. Un usage qui vient de l'anglais mondialisé. Or, en français, on partage quelque chose avec quelqu'un. En réalité, il ne partage pas grand-chose, si j'ai bien compris. Cédric marqua une pause et enchaîna, plus sérieux. Avec le fric qu'elle s'est fait, elle n'a sans doute pas tort quand elle dit qu'elle a des ennemis. Il se perdit un instant dans ses pensées, avant de continuer. D'ailleurs, à ce propos, le type de minibus Tim, il était en vacances tout frais payé avec ses filles, dans un hôtel club pour la Toussaint. Il rentre aujourd'hui. Il sera dans nos locaux cet après-midi. On a vérifié les emplois du temps et la téléphonie, tout est ok. Mais ça m'intéresse quand même de savoir ce qu'il raconte. Enfin bon. Il chercha peut-être l'une de ces sentences par lesquelles il aimait conclure, mais rien ne vint. Clara commençait à bien connaître son chef de groupe. Il jouait les fanfarons, mais il avait l'air contrarié. Parfois, une sensation, une impression, un comportement qu'il ne comprenait pas pouvait lui gâcher la journée. Elle s'apprêtait à lui demander ce qui n'allait pas quand il passa lui-même aux aveux. Tu sais, Clara, au bout de la troisième Mélanie Clos, j'avais envie de la faire taire. J'avais envie de lui dire « Fous la paix à tes mômes. Laisse-les vivre. » En fait, à pire écrit, moi, ça ne me rend pas joyeux du tout. Ça pourrait même me rendre assez déprimé. Tu vois ce que je veux dire? Clara voyait bien ce qu'il voulait dire. La gaieté outrancière du ton, la multiplication des jeux stupides et parfois avilissants, l'adhésion sans réserve et sans discernement à la consommation ou à l'acte d'achat, la malbouffe accueillie avec extase, les mêmes phrases répétées jusqu'à la nausée, tout cela provoquait chez l'adulte qu'elle était un malaise confus. Au moment où Clara s'apprêtait à lui répondre, le téléphone de Cédric sonna de nouveau. Il décrocha, écouta sans un mot, le visage tourné vers Clara, puis raccrocha. « Mélanie Clos est là. Elle veut te voir. Toi. » Brigade criminelle 2019. Enlèvement et séquestration de l'enfant Kimi Dior. Objet: procès-verbal de la deuxième audition de Mélanie Clos, réalisé à la demande de l'intéressé le 15 novembre 2019 par Clara Roussel. Extrait. Ce n'est pas un détail, je pensais juste que cela n'avait rien à voir. Oui, en fait, voilà, je me répétais tout le temps, ça n'a rien à voir. Ce matin, j'ai changé d'avis. Je me suis dit que je devais vous raconter. Il faut que vous sachiez que j'aime Bruno, mon mari. Nous sommes une famille unie. Je ne voulais pas prendre le risque de briser ce que nous avons construit. Après la naissance de Samy, mon mari et moi, nous avons eu un passage à vide. Cela arrive dans beaucoup de couples. La fatigue, les contraintes, la routine, toute cette nouvelle vie qui se met en place autour du bébé et qui ne tourne plus qu'autour de cela. La poussette, le siège auto, le porte-bébé, le relax,
le lit parapluie quand on va chez des amis, tout ce matériel, vous voyez, qu'il faut déplier, replier, ces modes d'emploi, et puis ces doses à respecter pour les biberons, l'introduction des légumes, c'est ridicule, car c'est si simple au fond. Mais à l'époque, cela me paraissait parfois si compliqué. Alors petit à petit, entre nous, une sorte de distance s'est installée et s'est creusée sans faire de bruit. Nous faisions moins souvent l'amour, et après quelques semaines, nous ne faisions plus l'amour du tout. En fait, je ne pouvais plus supporter mon mari. Je ne pouvais plus supporter qu'il s'approche de moi. J'aimais qu'il me prenne dans ses bras, qu'il me tienne par la taille ou l'épaule, qu'il me caresse la joue. Mais dès que je percevais son désir, je me crispais. Je ne pouvais plus supporter que mon mari me touche. Voilà, je suis désolée de vous dire cela. J'ai bien conscience que c'est intime. Vous êtes une femme, vous pouvez peut-être comprendre. Pour le reste, tout allait bien. Jamais une dispute, jamais une colère, pas une ombre au tableau. Je lisais des témoignages de jeunes mamans sur les forums, vous savez. Il y en a beaucoup, et c'est plutôt rassurant de savoir que d'autres femmes ont vécu cela avant vous. Les choses se sont installées, figées même, et plus le temps passait, plus il devenait difficile d'en sortir. Mon mari avait fini par intégrer mon rejet. Il ne tentait plus aucune approche, plus de caresses, plus de vrais baisers. Il se tenait à bonne distance. Un soir, je suis sortie avec une amie au restaurant. C'était une amie de mon lycée en Vendée, retrouvée quelques mois plus tôt grâce à Facebook. Elle venait de s'installer en région parisienne. C'est fou le nombre de gens que l'on retrouve grâce aux réseaux sociaux. C'est formidable, n'est-ce pas? Elle voulait renouer contact. Samy avait un peu plus de 2 ans, et depuis tout ce temps, je n'avais pas fait l'amour, pas une seule fois. Nous avons dîné dans une brasserie du 14e arrondissement. C'était rare à l'époque que je sorte dans Paris. Pendant tout le repas, à la table la plus proche, un homme me dévisageait. Il me faisait face et dînait avec un autre homme que je ne voyais que de dos. Quand ils ont eu terminé, il a laissé partir son ami et il s'est installé au bar, seul. Il m'attendait. Je l'ai compris tout de suite. Son visage m'était familier, comme peut l'être quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps, à une autre époque. Pourtant, j'étais incapable de me souvenir où j'avais pu le croiser. J'ai terminé de dîner sans empressement. Je savais que je rejoindrais cet homme au bar. Je savais que je lui plaisais. Cela ne m'était jamais arrivé avant, cette certitude que la rencontre pouvait avoir lieu. Cela ne tenait qu'à moi. Après le repas, j'ai accompagné mon ami à sa voiture, et puis j'ai fait semblant d'avoir oublié mon écharpe. Elle est repartie, je suis revenue sur mes pas, et suis entrée dans la brasserie. Il n'a pas eu l'air surpris. Il m'a souri. Et alors là seulement, je l'ai reconnu. Il s'appelle Greg. Vous l'avez peut-être vu, il était dans l'une des toutes premières saisons de koh. Je ne le connaissais pas personnellement, mais comme tout le monde, je l'avais vu à la télé, dans l'équipe des Rouges. Cela ne vous dit rien? Il le surnommait Rahan, parce qu'il avait les cheveux longs, blonds, et qu'il était très musclé. Il avait beaucoup changé. Je me suis approchée de lui. Nous avons bu un verre, un deuxième. Je crois qu'il était touché et flatté que je l'ai reconnu. Après tout ce temps, plus de 10 ans. Oui, je crois que ça lui a fait plaisir. Il n'avait pas gagné le jeu. En revanche, il avait fait partie des finalistes. Il m'a dit qu'il me trouvait belle. Il m'a demandé s'il pouvait glisser sa main sous mon pull et j'ai dit oui. Il habitait juste à côté du restaurant. Je suis montée chez lui et nous nous sommes allongés sur son lit. Avant mon mari, je n'avais couché qu'avec un seul homme. Et je n'avais jamais fait l'amour de cette manière, je veux dire en me sentant aussi libre, et cela ne m'est plus jamais arrivé depuis. Je suis remontée dans ma voiture. Je me sentais bien,
comme si mon corps venait soudain de reprendre vie, de se remettre en marche, comme si c'était juste une histoire de mécanique. Un circuit, une courroie s'était enrayée et quelqu'un d'un peu habile venait de relancer la machine. À partir de ce moment-là, cela vous paraîtra sans doute bizarre, j'ai pu refaire l'amour avec mon mari. Le soir même, pour tout vous dire. Oui, le soir même. Une semaine après, j'ai su que j'étais enceinte. C'était très tôt, mais je l'ai senti. Je n'ai pas revu Greg. Nous n'avions même pas échangé nos numéros de téléphone. Je pensais à lui, parfois, avec reconnaissance, comme on pense à quelqu'un qui vous a tiré d'un mauvais pas. J'ai rangé cette histoire dans une boîte. Une belle boîte, mais une boîte qui fermait à double tour. Vous savez, les femmes ont appris à faire cela, enfermer les souvenirs sur lesquels il vaut mieux ne pas revenir, parce qu'ils font plus de mal que de bien. Oui, les femmes savent faire cela. 1 ou 2 semaines plus tard, j'ai acheté un test de grossesse qui s'est révélé positif. J'ai bien vu que Bruno était un peu déçu quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Nous venions à peine de reprendre une vie sexuelle. Mais ni dans son éducation, ni dans la mienne, il n'était envisageable d'avorter. Alors j'ai décidé que le bébé était de lui. Je l'ai décidé comme si cela dépendait de ma volonté et de rien d'autre. Kimi est née, et tout m'a paru plus simple. Elle était si mignonne. Elle a acquis le langage très tôt. Elle était si vive. Tout le monde l'adorait. J'ai commencé les vidéos parce que j'avais envie de partager cela avec d'autres, ces moments merveilleux. J'avais vu comment cela se passait aux États-Unis pour certaines familles. Je me suis dit, pourquoi pas nous? Il m'a fallu plusieurs mois pour parvenir à 100 000 abonnés. Et puis ensuite, la progression est devenue plus rapide. Et ensuite, Samy a commencé à participer aux vidéos, et vous connaissez la suite. Peu de temps après le 4e anniversaire de Kim, Greg m'a contacté. Je venais de créer mon compte Instagram Mélanie Dream en complément de notre chaîne YouTube. Il m'a adressé un message privé. Il voulait me voir. J'ai eu un coup de cœur, vous ne pouvez pas imaginer. J'avais oublié son existence. Je l'avais oublié, oui. Comme on dit, riez de la carte. Je lui ai donné rendez-vous dans Paris. J'avais peur qu'il détruise tout. Nous nous sommes retrouvés dans un café, pas loin de la brasserie où nous nous étions rencontrés. Il n'a même pas attendu qu'on soit servi. Il m'a demandé si Kimi était sa fille. Cela faisait longtemps qu'il y pensait. Il trouvait qu'elle lui ressemblait. Il avait fait le calcul. Je lui ai dit que non, elle était le portrait craché de mon mari, qui est brun, mais qui lui aussi était blond quand il était petit. Greg a sorti de son portefeuille des photos de lui enfant, et même si j'ai dit « Ah oui, peut-être », en essayant de prendre le ton de quelqu'un qui voulait juste éviter de le contrarier, cela m'a troué le ventre, parce que Kimi lui ressemblait, à lui aussi. Car elle ressemble beaucoup à Bruno, tout le monde le dit. J'ai eu une sorte de vertige. J'ai pensé que ma vie allait s'écrouler, tout était fichu. Tout ce que j'étais en train de bâtir, notre famille, notre succès, ce rêve éveillé que nous vivions depuis quelques mois, allait voler en éclats. J'ai pensé que Greg m'avait demandé de venir pour me faire chanter. Les journaux commençaient à parler de nos revenus. Il y avait déjà 1 ou 2 reportages à la télévision. Lui, il avait fait la couverture de Téléstar et de Télé 7 jours. Il avait eu son heure de gloire. Mais après koh tout était retombé. Il se voyait animateur de télévision ou journaliste sportif. La vérité, c'est qu'il était resté surveillant dans un collège privé. Quand je me suis ressaisie, je lui ai demandé combien il voulait. Il m'a regardé avec une grande tristesse. Il était calme. Il ne voulait pas d'argent. Il voulait voir la petite. Une fois, seulement une fois. Il pensait que cela lui suffirait pour se faire son idée. C'est tout ce qu'il demandait. Et ensuite, je n'entendrai plus jamais parler de lui.
Il m'a répété qu'il ne voulait rien d'autre, juste savoir. De toute façon, il n'avait rien à lui offrir. Il était seul, fatigué. Elle n'aurait rien à apprendre de quelqu'un comme lui. Je me souviens qu'il m'a dit « J'ai tout foiré, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une gamine ?» Cela m'a fait de la peine. Nous avons parlé un peu. Je lui ai dit que j'allais réfléchir et organiser une rencontre, et je suis repartie. Dans la voiture, j'ai pensé qu'il allait peut-être se suicider. Il avait l'air tellement déprimé, et je vous avoue que je l'ai souhaité. Un instant, oui, j'ai souhaité qu'il rentre chez lui et qu'il avale toute son armoire à pharmacie. Cela aurait été tellement plus simple. J'ai honte d'avoir pensé cela, mais j'avais tellement peur de tout perdre. J'ai fait en sorte qu'il rencontre Kimi, un mercredi après-midi dans un salon de thé à Paris. C'est lui qui connaissait l'endroit. J'avais amené les 2 enfants. Je ne pouvais pas faire autrement, cela aurait paru suspect. Je leur ai dit que je devais retrouver un ancien ami avec lequel j'avais été au lycée. Nous avons bu un chocolat. Ils ont été tous les 2 très sages. D'habitude, Kimi gigote tout le temps, mais cette fois, elle se tenait tranquille, droite comme un i. On aurait dit une petite fille modèle. Elle était impressionnée par Greg, je le sentais bien. Lui aussi, il était impressionné. Il l'observait à la dérobée. Il était trop ému pour croiser son regard. Ils n'ont échangé que quelques mots. Elle avait commandé un millefeuille, c'était son gâteau préféré. Elle y a à peine touché. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Samy m'a demandé s'il pouvait dire à son père qu'ils avaient vu Greg. C'est fou ce que les enfants sentent, c'est terrifiant. Je lui ai répondu « Oui, bien sûr. Moi-même, j'avais prévenu leur père que j'allais retrouver un ami perdu de vue. » Nous sommes rentrés à la maison. Kimi a pris son doudou sale, et puis elle s'est allongée un moment. Nous n'en avons jamais reparlé. Voilà. Je pensais qu'il me contacterait de nouveau, qu'il finirait par me demander de l'argent. Mais je n'ai plus jamais eu de nouvelles. J'ai suivi son compte Facebook. Quelques mois après notre rencontre, j'ai vu qu'il était parti vivre en Australie. Depuis 2 ans, il ne poste plus rien du tout. Parfois, dans la barre de recherche de Google, je tape Greg Koh-Lanta pour voir si quelque chose apparaît. Et même parfois, j'ajoute le mot mort au cas où. J'aurais dû vous en parler avant, je le sais. Vous me l'avez dit à plusieurs reprises. Toutes les pistes doivent être étudiées. Le moindre détail, le moindre souvenir, même les plus anecdotiques en apparence. Je suis désolée. Vous savez, je suis certaine que Kim n'est pas de lui. En grandissant, ses cheveux deviennent plus foncés, vous avez vu, et elle ressemble de plus en plus à mon mari. Mais ce matin, j'ai pensé qu'il fallait quand même vous le dire. On ne sait jamais, n'est-ce pas? Je préférerais que mon mari ne sache rien de tout cela. Vous vous en doutez. Vous pensez que c'est possible? Le nom et l'adresse de Grégoire Larondeau n'avaient pas été difficiles à trouver. Il n'avait passé qu'une année en Australie, où il avait travaillé dans plusieurs fermes agricoles, puis comme chef de rang dans un restaurant français de Melbourne. À la fin de son visa, il était rentré en France. Une brève enquête de voisinage confirmait qu'il était retourné vivre chez sa mère dans un 3 pièces du 14e arrondissement. Son téléphone bornait à l'adresse indiquée. Les informations recueillies au préalable esquissaient le portrait d'un homme solitaire et peu communicatif. Il était au chômage depuis son retour, et selon toute vraisemblance, sa mère s'occupait du ravitaillement. En quelques heures, la crime avait pu identifier son adresse IP et observer son activité sur YouTube. Grégoire Larondeau se connectait régulièrement à la chaîne Happy Récré et avait passé au cours du dernier mois une 15aine d'heures à regarder les vidéos de Kim et Sam. Pour peu qu'il suive aussi les stories de Mélanie Dream, il avait pu connaître en détail l'emploi du temps de la famille. Le retour annoncé à la maison après les courses à Vélizy 2
et la partie de cache-cache commençait à 17h15. Du 14e arrondissement, il avait juste eu le temps de venir avec la voiture de sa mère, une vieille Twingo rouge, selon le fichier des immatriculations. Cédric Berger avait opté pour une perquisition matinale. Le groupe avait rendez-vous au bastion, le temps de s'équiper et de suivre un court briefing. La présence de Kimi Dior dans l'appartement n'était pas exclue. Clara avait demandé à venir avec eux. Elle n'en pouvait plus de tourner en rond dans son bureau. À 5 heures, les membres du groupe Berger avalèrent un café, puis chacun enfila son gilet pare-balles. Clara aimait ces moments d'après. La fébrilité contenue, le claquement des armes de service qu'on enclenche, les armoires métalliques refermées avec impatience. Ils étaient 5. Ils prirent 2 voitures dans le parking, Cédric et Sylvain dans la première, Clara, Maxime et Tristan dans la seconde. À cette heure, les rues étaient encore désertes. Tandis qu'ils roulaient en silence vers cet homme qui, en l'espace de quelques heures, était devenu le suspect numéro 1, elle pensa à Mélanie Clos, ou plutôt à la manière dont cette femme s'exprimait, claire, fluide, légèrement empruntée, un mélange étrange de confessions intimes et de phrases vides, stéréotypées. Mélanie disait des choses comme « Nous sommes une famille très unie. Je ne voulais pas prendre le risque de briser ce que nous avions construit. » Ou encore « Je suis une vraie maman poule, vous savez. » Des expressions qu'elle semblait reproduire par une sorte de psittacisme assumé ou inconscient. D'où venaient ces mots? D'Internet, d'une série télévisée. Clara l'avait écouté sans intervenir. Elle l'avait laissé dérouler son histoire. C'est ainsi qu'elle avait appris à faire. D'abord, laisser parler. S'il le fallait, elle reviendrait sur chacune de ses phrases. Parfois, un prévenu se tenait face à elle et elle savait qu'il mentait. Elle déchiffrait le langage du corps. Mais ce n'était pas ce qu'elle avait ressenti en face de Mélanie Clos. Cette femme était venue pour lui révéler un secret qu'elle avait pris le risque de taire jusque-là. Clara avait éprouvé pour elle de la compassion. Dans sa détresse, son inquiétude, Mélanie Clos la touchait, et en même temps, quelque chose en elle, une forme de déni ou d'aveuglement, lui était insupportable. Mélanie Clos brandissait son statut de mère comme un étendard. Être une mère parfaite, irréprochable, telle était aujourd'hui sa principale identité, son meilleur rôle. Leur vie n'avait pas grand-chose en commun. Clara avait toujours vécu seule. Elle ne savait rien de l'usure du couple, ni des transformations liées à la maternité. Mais cela n'était pas seulement un écart de perspective. Le langage même de cette femme lui échappait. Peu avant 6 heures, Cédric et Sylvain entrèrent dans la rue Mouton du Vernet. Ils trouvèrent une place près de l'objectif, tandis que les 3 autres se garaient dans la rue d'à côté. Grâce au vigique, ils pénétrèrent ensemble dans l'immeuble et montèrent l'escalier en silence. À 6 heures pile, ils sonnèrent à la porte. Après quelques minutes, on entendit un pas traînant s'approcher, puis une voix féminine demanda qui était là. Cédric Berger se présenta et brandit sa carte devant le Judas. La porte s'ouvrit sur une petite femme d'une 60aine d'années. Elle les laissa entrer, visiblement abasourdie. Cédric resta près d'elle, tandis qu'en silence les membres du groupe commençaient déjà à se disperser dans l'appartement. « Bonjour madame, votre fils est ici ?»« Oui, il dort dans sa chambre. »« Il est seul ?»« Oui. »« Alors si vous le voulez bien, nous allons le réveiller. » Cédric Berger était connu pour son sens de la politesse, observé même dans les situations les plus critiques et parfois poussé jusqu'à l'absurde. D'un geste,
la femme indiqua le couloir. La première porte était ouverte sur une chambre vide, la deuxième était fermée. Cédric fit signe à ses enquêteurs de l'ouvrir sans frapper. Grégoire Larondeau se redressa d'un coup dans son lit, hébété. Seulement vêtu d'un caleçon, il demanda à s'habiller. La maladresse de ses gestes trahissait l'état de sidération dans lequel il se trouvait. Il réussit malgré tout à enfiler à la hâte un jean et un t-shirt, rejoignit sa mère dans le salon et s'assit près d'elle. Quand elle le vit ainsi, recroquevillé sur le canapé, Clara repensa aussitôt au dessin de Samy. Aucun doute, ce grand adolescent aux cheveux longs, passager clandestin que l'enfant avait représenté sous la table, comme on cache la poussière sous le tapis, c'était bien lui. La perquisition fut signifiée à la mère et au fils et commença sur-le-champ. Ni l'un ni l'autre n'opposèrent la moindre résistance. 3 heures plus tard, il fallut bien admettre que la fouille menée par le groupe Berger n'avait rien donné. Aucune trace de Kimidior, ni aucun élément découvert sur place ne pouvait laisser penser qu'elle avait séjourné dans l'appartement. En outre, depuis l'année précédente, la mère de Grégoire Larondeau prêtait sa Twingo rouge à sa fille et n'avait jamais pris le temps de modifier la carte grise. Cela lui avait permis de libérer sa place de parking pour la louer. En fin de matinée, afin d'être entendus dans les locaux de la brigade, la mère et le fils acceptèrent sans aucune difficulté de suivre les enquêteurs. Quelques objets, dont l'ordinateur et le téléphone portable de Greg, furent saisis. Aux abords de la porte de Clichy, malgré la sirène, ils restèrent bloqués une bonne demi-heure dans un écheveau inextricable de voitures et de camions. Au carrefour, les travaux n'en finissaient pas. De retour à son bureau, Clara se sentit épuisée. Elle avait besoin de caféine. Surtout, il fallait bien se l'avouer, elle était déçue. Le scénario du père biologique qui pense retrouver sa fille sur YouTube, c'était certes un peu romanesque, mais elle y avait cru. Que Greg Larondeau soit ou non le géniteur de la petite, la piste était bel et bien en train de s'effondrer. Dans quelques heures, de nouveau, il brasserait de l'air. Elle n'avait plus qu'à se remettre au travail. Lire et relire des dizaines de fois les mêmes documents, les organiser, passer en revue les photos, les relever, en quête d'un indice qui lui aurait échappé, mémoriser les horaires, les évidences et les angles morts, c'était son métier. Parfois, de la procédure, cette quantité de papier qui grandissait à vue d'œil comme sous l'effet d'une inéluctable multiplication, surgissait un motif, un minuscule détail qui éclairait soudain l'ensemble. Ou bien, au cours d'une nuit fourbue passée à tout reprendre, au détour d'un mot, d'une association d'idées, un chemin s'ouvrait. Mais ici, aucun chemin n'apparaissait. Au contraire, les éventuelles issues semblaient s'être refermées.